Alors, nous voudrions tout d'abord, pour cette communication, alors à 4 voix, mais Alexandra, malheureusement, n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, elle s'en excuse. Donc, elle avait traité de la partie qui concerne l'étude de la peinture que nous allons vous présenter. Donc, nous voulions remercier évidemment les organisateurs du colloque de nous avoir invités à parler de cette découverte aussi ancienne que nous allons vous représenter et avec des nouveautés. Alors, donc, le site d'Ansérunes et le musée archéologique, situé dans l'Hérault, près du village de Nissan-les-Ansérunes et à 10 km de Béziers, sont érigés sur une colline haute de 120 mètres, dominant les étangs de Montady au nord, très beau paysage d'ailleurs, étangs qui furent asséchés par les moines au Moyen-Âge. Cet oppidum bénéficie d'une implantation stratégique exceptionnelle puisque situé entre les fleuves de l'Aude et de l'Orbe, à 30 km du port d'Agde fondé par les Grecs et près de la Via Domitia construite en 121 avant Jésus-Christ. Cette situation explique l'occupation du site par une mosaïque de population composée de Celtes, de Grecs, d'Ibères, d'Étrusques et de Romains. L'occupation de la cité fortifiée remonte au VIe siècle avant Jésus-Christ, avec l'attestation d'une présence grecque, notamment d'après les vases attiques à figure noire découverts dans les tombes, et son abandon se situe au IIe siècle de notre ère. L'exploration archéologique débuta en 1909 par la nécropole avec Henri Rousseau, qui se poursuivit ensuite cette exploration avec les fouilles de Félix Mouret, qui mirent au jour plus de 300 tombeaux à l'extrémité ouest du plateau rocheux. Mouret fit l'acquisition de la maison de Louis Maud, située au sommet du plateau rocheux, et obtint le classement de l'oppidum au titre des monuments historiques en 1936. L'exploration plus scientifique du site débute en 1928 avec l'abbé Louis Sigal, que vous voyez ici, qui fouille l'agglomération celtique, et ce jusqu'en 1942. Il fait agrandir la maison de Louis Maud pour y créer un musée de site, et c'est Jules Formigé, architecte en chef des monuments historiques, qui en est chargé. En 1964, la disposition des salles du musée est revue et de nouvelles vitrines sont installées qui resteront donc inchangées jusqu'en 2019. Vous voyez donc sur la partie gauche de l'écran plutôt donc la vieille scénographie qui avait beaucoup de charme. Donc, restauration du musée à partir de 2018. Donc, en dépit du charme que je viens d'évoquer, de cette présentation à l'ancienne, qui n'existe presque plus maintenant en France dans les musées, puisqu'ils sont rénovés de plus en plus, donc des collections d'Ansérunes, en 2018, le Centre des Monuments Nationaux décide de restaurer le musée archéologique du site d'Ansérunes afin de moderniser la présentation des collections, d'améliorer leur conservation, de créer une réserve plus rationnelle et de construire à l'entrée du site un pavillon d'accueil pour y installer la billetterie et la librairie. Ces billetteries et librairies occupaient jusqu'alors la première salle du musée, réduisant ainsi l'espace de présentation des collections au rez-de-chaussée. Seules les vitrines du cabinet d'études de Mouret au premier étage, que vous voyez en haut sur la partie droite de l'écran, abritant plus d'une centaine de vases, donc classés par civilisation et par typologie, ont été conservées car protégées au titre de leur classement monument historique. Elles ont été restaurées et réaménagées pour les vitrines centrales en particulier, qui accueillent désormais diverses cloches en leur sommet, magnifiant ainsi tel ou tel vase plutôt d'exception. La scénographe qui a réalisé cette nouvelle présentation, donc c'est toute la partie droite, Marion Lyonnais, a conçu une nouvelle scénographie plus sombre, immersive, en multipliant les vitrines cloches au piétement plein en cortène. La peinture romaine dont nous allons vous présenter l'étude et la restauration était exposée jusqu'en 2017 sur un mur de la deuxième salle du musée et se présentait sous la forme de 2 panneaux distincts superposés, protégés par une vitre et d'assez petite taille. Vous le voyez donc ici sur l'image. Voilà, ici et là. La date de cette restauration ancienne est estimée à la fin des années 1950. Nous n'avons pas d'informations sur cette restauration. Le choix a été fait de restaurer cette peinture car elle est un exemple rarissime en Gaule de ce second style schématique. La restauration vient de s'achever et cette peinture prendra place désormais, la scénographie étant un peu figée désormais maintenant à Ansérunes, donc à l'hôtel de Sade, à Saint-Rémy-de-Provence, à côté de l'autre exemple de peinture gauloise du même style, trouvé dans la maison aux 2 alcôves de Glanum, que vous verrez en comparaison tout à l'heure.
Contexte donc de découverte de cette peinture. La nécessité d'agrandir l'ancienne villa de Louis Maud en 1929 pour y créer un musée abritant le riche matériel issu des fouilles archéologiques dans ces ruines va être l'occasion pour l'abbé Sigal de fouiller l'agglomération se situant au sud de la maison, ce que vous voyez ici. Il faut souligner l'extrême minutie avec laquelle l'abbé va consigner ses fouilles, menées scientifiquement dans ses carnets. Donc il consigne tout dans ses carnets, ses rapports de fouilles, ses dessins et ses plans. Cette riche et précieuse documentation, conservée dans le musée d'Anserune, ne sera malheureusement jamais publiée par l'abbé qui meurt en 1942. Son successeur, Jean Jeanneret, reprenant les fouilles sur le site en 1945, publiera une monographie sur Anserune en 1955 en se fondant sur les archives Sigal pour exposer l'habitat du second âge du fer. En 1929, l'abbé Sigal fouille du 22 juillet au 21 septembre avec une équipe se montant à 15 ouvriers. C'est au cours de la 5e semaine de fouilles du 19 au 24 août 1929 qu'est dégagée sur la pente sud-ouest du plateau, dans l'aire F, je cite, une pièce ornée de peintures murales F second H. Le 23, il écrit « On rencontre à 1,50 m vers l'est l'angle droit d'un autre mur F », donc c'est l'îlot que vous voyez effectivement ici en partie basse. On trouve donc à 1,50 m vers l'est l'angle droit d'un autre mur F second perpendiculaire au mur F et H. Les parois sont couvertes d'un enduit fin, recouvert de décorations noires sur fond blanc. Nous sommes entrés dans cette pièce par une porte dont le montant de droite est seul dégagé. Sur le plan dressé par Formigé, que vous voyez donc en 1936, cette pièce correspond à ce qu'il a donc désormais inscrit comme la pièce numéro 7 de l'Insula 2. L'abbé décrit la pièce XFF second H plus précisément à la page 29 de son rapport en donnant ses dimensions. Elle mesure 3,30 m sur 4,80 m. Je cite, « Ces 4 parois enduites de mortier et de plâtre fin étaient recouvertes d'une ornementation de dessins noirs sur fond blanc, représentant un soubassement surmonté de panneaux rectangulaires. L'une des parois, X, dont nous avons constaté l'existence, a complètement disparu. » La trace de peintures elles-mêmes, motif que sur les murs voisins, relevés sur des mottes de terre sur l'emplacement de X, fait présumer que cette paroi était faite, du moins en partie, en terre séchée. La partie intacte du mur F en a gardé sur une hauteur de 60 cm et une longueur d'1,50 m. De même, le mur F second ouest sur 2,50 m de long et 1 m de haut. Le mur H a gardé son enduit depuis l'angle sud-est jusqu'au pied droit de la porte. Le montant gauche de la porte en garde aussi des traces sur une longueur de 30 cm, c'est-à-dire donc sur la partie L, qui a été ajoutée pour le rétrécissement de la porte. On constate à cet endroit que la couche de stuc forme un angle droit qui se prolongeait dans la direction du mur d'en face F. Enfin, il termine sa description très précise, comme vous le voyez, en disant que la couche inférieure des terres de la pièce renfermait de très nombreux fragments peints en dessin noir sur fond blanc qui avaient décoré la pièce. Le sol en était, pour ainsi dire, jonché. Les débris, très minces, épaisseur moyenne de 5 à 8 mm, étaient posés à plat et pressés souvent les uns sur les autres, n'ayant plus été déplacés depuis la ruine. Des mottes de terre épaisses de 20 cm et longues de 40 cm soulevées du sol, où elles reposaient sur une surface plane, nous ont montré, sur la face intérieure, un léger enduit de lait de chaux sur lesquels étaient peints en noir les mêmes motifs, volutes et encadrements qui recouvraient les 3 parois de la pièce. Ces débris et ces mottes de terre étaient groupés sur le sol auprès de la paroi X qui a disparu et à l'intérieur du quadrilatère qu'elle formait avec les murs FF second Est et H. L'abbé a pris soin également de dessiner donc les motifs peints qui subsistent donc à gauche et a photographié bien sûr la pièce et fait des relevés comme vous voyez en haut à droite. Voici donc l'état de notre documentation sur laquelle nous sommes appuyés pour entamer l'étude et la restauration de cette peinture murale. En
En 2021, donc 2022, débute l'étude de cet ensemble d'enduits peints, découvert donc en 1929. L'espace dans lequel fut mis au jour ces fragments est considéré comme une pièce de passage desservant différents espaces de la maison et partitionné dans une phase de remaniement par un mur en terre. Aux fragments découverts sur le sol s'ajoutait une portion de décor découverte in situ, conservée sur une hauteur d'environ 1 mètre dans l'angle sud-est de la pièce. Les peintures in situ ont disparu, mais un dessin publié, je reviens en arrière, mais un dessin, donc en haut à gauche, un dessin publié donc par l'abbé Sigal en 1929 en propose une restitution. Une restauration un peu hasardeuse, à vrai dire, de ce décor a été réalisée donc dans ces années 50 avec d'importants repeints, recréant non pas une restauration archéologique, mais plutôt une évocation de peinture romaine. À ce panneau recomposé s'ajoutaient une dizaine de caisses d'enduits fragmentaires. L'objectif de cette étude était donc de mettre en œuvre une nouvelle recomposition du décor en associant les fragments insérés dans le panneau des années 50 aux caisses d'enduits non restaurées. Les restauratrices qui vont parler après moi, Carole Aquaviva et Aude Oussillou, ont réalisé donc le démontage complet pour étude afin de tenter de retrouver les éléments jointifs. Ce démontage du panneau a permis de se rendre compte de l'étendue des repeints faits par le restaurateur des années 1950. Une fois le démontage achevé, l'équipe réalisant l'étude a recomposé le décor en retrouvant les fragments jointifs et en mettant de côté les fragments qui ne faisaient pas partie du décor mural. En effet, les fragments de peinture des murs étaient mélangés à ceux du plafond, vous voyez, installés au centre de ces panneaux. De plus, 2 états successifs de décor ont été identifiés. Le second état avait toutefois été réalisé sur un enduit très fin, celui dont je vous parlais, que donc Sigal nous décrivait très précisément, qui n'a donc pas survécu à la phase de démolition et est tombé de la plupart des fragments. Il a donc fallu séparer les fragments en 3 groupes. Premier groupe, le décor pariétal de l'état 1 est celui qui avait fait l'objet d'une restauration sur panneau dans les années 50, que vous voyez donc à gauche. La couche picturale de couleur noire et rouge semble avoir été apposée directement sur le mortier peint d'un fond blanc. Il n'y a pas de trace d'intonaco. Le décor n'est toutefois pas du type dessin préparatoire. La composition paraît avoir été complète et achevée. Deuxième ensemble, le décor pariétal de l'état 2 a été mis de côté pour l'instant, les vestiges étant trop sporadiques, mais il s'agit de l'état qui était conservé in situ sur la portion du mur dégagée par l'abbé Sigal et dont vous avez vu le dessin, le relevé. Troisième état, le décor du plafond qui offre des vestiges extrêmement sporadiques, mais des empreintes de roseaux visibles sur leur revers permet d'en attester la provenance originelle. La phase de recomposition n'a pas permis d'obtenir de nombreux collages, ni de plaques à la surface très importante. Toutefois, un certain nombre d'éléments clés apparaissent nettement et rendent possible une restitution de ce décor. Pour cette phase de travail, le dessin de 1929 des peintures, conservé in situ dans l'angle donc sud-est de la pièce, ne nous a pas été d'un grand secours, car il documente a priori la deuxième phase du décor, alors que les fragments qui ont fait l'objet de notre étude documentent la première phase. Dans ce travail, les conseils et observations de Sabine Goethem-Brill et Yves Dubois nous ont été extrêmement précieux et nous trouvons ici l'occasion de les remercier de nouveau chaleureusement de leur collaboration. Toute erreur résiduelle qui pourrait toutefois subsister dans la restitution proposée ne saurait cependant être que de notre fait et ne saurait leur être imputée. En zone inférieure, la nouvelle étude a fait apparaître qu'il existait bien un soubassement à fond blanc compartimenté par des hampes à volutes noires. Quelques fragments montrent une connexion entre les volutes, la bande suborbitale noire du soubassement et des lignes de points alignées soit point rouge, soit point noir. Le positionnement nous a permis de nous assurer que ces alignements de points bordaient sur les 4 côtés les bandes d'encadrement des panneaux de zone médiane. Les bordures des panneaux étaient donc composées d'un cadre dans lequel étaient inscrits sur tout le pourtour des alignements de points, la composition paratactique de la zone médiane présentant une scansion entre les panneaux encadrés de points noirs et les panneaux encadrés de points rouges.
Un certain nombre de panneaux présentaient par ailleurs un losange inscrit en leur centre, sans qu'il soit possible de dire si tous les panneaux, ou un panneau sur deux par exemple, présentaient ce motif. Dans le doute, nous n'avons présenté dans notre restitution qu'un seul losange inscrit dans le panneau central, selon un schéma existant dans le dossier comparatif que nous avons rassemblé et sur lequel nous reviendrons plus loin. La restitution des proportions du décor est réglée sur celle de ce losange inscrit dans le panneau. En effet, les angles de losange étaient les seules mesures mathématiques induites dans le décor dont nous disposions. Les proportions proposées pour un panneau de zone médiane sont ainsi de 137 cm de haut, bordure à point incluse, sur 82 cm de large. C'est à l'expertise de Marie-Laure Maraval, expertise en infographie, et à sa longue expérience de relevé et restitution de peintures murales romaines que nous devons ce patient et complexe travail de calcul. Les proportions de la zone médiane étant ainsi ajustées, nous avons pu ensuite repositionner en zone inférieure les hampes à volutes selon un espacement de 82 cm. Enfin, un certain nombre de fragments montrent une connexion entre les cadres de panneaux à alignement de points et une assise de bloc. Nous avons donc restitué en zone supérieure du décor une assise de bloc isodome, mais il n'est pas exclu, par analogie avec d'autres exemples de décors contemporains, que 2 ou plusieurs assises aient été originalement peintes. Ainsi recomposée, la restitution proposée présente de profondes similitudes avec la plupart des autres décors de second style schématique connus à ce jour, dont un premier corpus avait été rassemblé par Alix Barbet dans un article de 1968. La palette chromatique très sommaire, réduite au blanc, rouge et noir, est conforme à l'esthétique de ces décors. La présence de hampes à volutes en zone inférieure est un poncif de ce style. Citons en premier lieu l'exemple de Glanum, ici présent, mis au jour dans la maison aux 2 alcôves, antichambre, mur D. Mais aussi l'exemple fameux et fort bien conservé de la maison d'Auguste sur le Palatin. C'est par analogie avec ces exemples que nous avons positionné les hampes à volutes dans ces runes à l'aplomb du centre des panneaux de zone médiane et non pas alignées avec les bandes d'encadrement comme cela avait été fait dans la restauration des années 1950. Pour la restitution de la zone médiane, nous nous sommes également appuyés sur le décor de Glanum. Dans le panneau central, et seulement dans celui-ci, est inscrit un losange. C'est sur la base de cette comparaison que nous sommes limités, pour en ces runes, à la restitution d'un seul losange, le doute devant profiter, selon nous, à une proposition minimaliste. Signalons toutefois qu'il existe des exemples de compositions présentant un losange inscrit dans chaque panneau de zone médiane, comme à Pompéi, la maison de Sulpicius Rufus, la pièce G. Le motif le plus atypique est celui de l'encadrement de points. Pardon, je vais aller un peu vite. Donc le motif le plus atypique est celui... Alors, attendez, que je ne me trompe pas, voilà. Donc, de l'encadrement de points d'ailleurs suffisamment gros, 1 cm de diamètre environ, pour être qualifié de pastille. Nous avons trouvé un exemple comparable, sans être totalement similaire à Pompéi, maison de Pupius Rufus, le triclinium H. Les encadrements de pastilles font bien tout le pourtour des panneaux, mais ils ne sont pas positionnés dans l'encadrement intérieur, et donc individuel, de chaque panneau, mais dans l'encadrement extérieur. Il en résulte que les bandes verticales ne sont pas dédoublées, comme à Anserune, mais communes aux panneaux juxtaposés. In fine, pour ce qui est de la datation de ce décor d'Anserune, c'est donc par analogie avec les décors précédemment cités de même style, et notamment ceux de Glanum et du Palatin, qu'il nous semble possible d'en placer la réalisation dans les années 30 avant notre ère. Merci. Alors nous allons vous parler de la restauration. Alors comme vous l'a dit Isabelle, c'est une restauration ancienne qui a été faite dans les années 50, non documentée. J'ai oublié mes lunettes, voilà. Et donc, ce sont des fragments de décor qui ont été retrouvés dans la pièce 7 de l'Insula 2
et qui ont été remontés sous forme de 2 panneaux distincts, donc le panneau numéro 108, le plus grand à droite, et le panneau 1777, et qui appartiennent tous deux à la collection de l'Oppidum d'Anserune. Donc ces panneaux nous ont été confiés en décembre 2020 par le Centre des Monuments Nationaux, dans le but en fait de valoriser un peu et d'homogénéiser ces décors peints dont la présentation était jugée insatisfaisante, surtout du point de vue de la lisibilité et de l'esthétique, mais aussi pour la bonne conservation du décor qui était fait avec des matériaux qui n'étaient pas bons justement pour la conservation des décors, mais aussi parce que le panneau 108 était extrêmement lourd et peu maniable. Alors voilà. Alors c'est selon des méthodes traditionnelles anciennes que ces fragments en fait ont été collés par la face à l'aide d'un plâtre de scellement dont vous voyez ici ils ont été collés par la face à l'aide d'un plâtre de scellement à l'intérieur d'un caisson en bois. Dont le fond donc, a été renforcé par une couche épaisse de plâtre armée de fils de fer. Donc ici, vous voyez... Ah mince, voilà. Ici, vous voyez le fond du caisson en bois. Après, l'ensemble du décor en fait était présenté en léger ressaut par rapport à une couche de finition qui était dans les teintes gris bleuté. Mais j'ai oublié de dire que en fait les espaces entre les fragments ont été comblés par un autre plâtre moins dur qui lui aussi était armé de filasses et de morceaux de toile de jute qu'on a retrouvés lors du démontage. Afin de structurer la composition du décor, en fait, le restaurateur, pour masquer les taches d'enfouissement, mais aussi les concrétions indurées, a procédé à un repeint complet des fonds blancs et une reprise quasi systématique des motifs rouges et noirs, en fait, quitte à parfois même les modifier pour qu'ils s'intègrent mieux à sa composition. Donc on a retrouvé des tracés de mise en place au crayon, d'ailleurs, qui étaient légèrement visibles. Alors le dégagement... Voilà, le dégagement a été mécanique des repeints. Il s'est fait au scalpel après une pose de compresse aussi à la pulpe de papier. On a démonté chaque fragment et qui nous a permis en fait de mettre à jour les vestiges d'un décor polychrome réalisé à l'aide des trempes sur un fond de badigeon blanc. Donc son support était constitué d'une seule couche de corps d'enduit de chaux sable épais de 2,5 à 3 cm en moyenne, avec une granulométrie hétérogène assez grossière et une surface granuleuse comme vous le voyez ici. Alors, on n'a retrouvé aucun élément de tracé ou de dessin préparatoire pour la mise en place de ces motifs qui étaient très irréguliers, probablement exécutés à main levée. Et en fait, l'ensemble de ces caractéristiques techniques nous indique en fait que nous sommes en présence d'un décor techniquement très sommaire et réalisé entièrement à sec. Et je vais passer la parole à Aude pour la suite. Donc je vais essayer de faire un peu vite. Donc à la suite de l'étude préalable menée par Alexandra Dardonnay et avec l'aide de Marie-Laure Maraval, qui vient de vous être présentée, en accord avec le comité de pilotage de ce projet, il a donc été décidé que les fragments nouvellement analysés pouvaient être remontés sur un panneau de 1,60 m par 2,20 m afin de restituer une partition type de ce second décor schématique, de style schématique. Après les phases de traitement conservatoire et une fois le plan de restitution définitif établi, nous sommes partis en quête de solutions techniques pour le remontage des fragments parce que ce projet nous a donné l'occasion d'expérimenter un procédé que nous avons imaginé dans le but de pouvoir conserver l'épaisseur totale des fragments dont certains conservaient encore leur revers original, mais aussi de permettre un démontage au moyen d'opérations mécaniques les plus simples possibles. Certains matériaux qu'on utilise en conservation-restauration connaissent des formulations nouvelles mises au point dans le domaine de la construction écologique
Et par exemple, le liège, qu'on utilise quelquefois en couche d'intervention mince dans le travail de remise sur panneau, est un matériau stable et imperméable qui est très intéressant et qui possède une bonne inertie thermique et limite les risques de condensation. Donc, il existe aujourd'hui des systèmes d'isolation de façade à l'aide de plaques en aggloméré de liège expansé qui sont disponibles dans des épaisseurs pouvant aller jusqu'à 12 cm. Donc la connaissance de ce nouveau système d'isolation a été pour nous le point de départ de notre expérimentation que nous avons assemblé à l'aide de résine époxy, des plaques de liège de 4 cm d'épaisseur sur un support en nid d'abeille renforcé à l'aide de raidisseurs en aluminium pour éviter tout risque de fléchissement. Sur ce support, nous avons ensuite réalisé une couche d'accroche à l'aide d'un mortier de chaux pouzzolanique de type correcteur thermique, classé dans les mortiers allégés. C'est là encore un matériau innovant mis au point dans le domaine du bâtiment. Et la légèreté de ce matériau nous a semblé être un atout majeur pour cette expérimentation. Les lignes de composition du décor ont alors été reportées à l'aide d'un cordeau. Puis, grâce au relevé infographique, des encoches ont été creusées dans la couche de liège afin d'insérer un à un chaque fragment par la face. Une semelle et un petit solin de mortier synthétique ont permis de stabiliser la tenue des fragments bloqués dans ces encoches. Les dernières étapes de ce remontage ont consisté en l'application d'une couche intermédiaire de mortier allégé, puis une couche de finition légèrement teintée dans la masse sur laquelle des incisions ont été réalisées afin de faciliter la lecture des motifs. Donc, les propriétés idéales pour un système de remontage de décor peint sur panneau telles que la réversibilité, la légèreté, la résistance mécanique, le faible coefficient de dilatation, les bonnes propriétés thermiques, l'imperméabilité, le coût, la facilité d'utilisation ne peuvent pas être toutes réalisées à la fois. Ici, la formule que nous avons décidé d'expérimenter avait deux objectifs principaux, celui de conserver l'affragment dans leur épaisseur totale, de permettre un démontage le plus facile possible et peut-être d'utiliser des matériaux peut-être un peu plus écologiques. Mais il faut quand même préciser que le système ici était réalisable dans la mesure où le nombre de fragments à insérer et la surface du panneau, 3,50 m², n'était pas de nature à imposer des poids excessifs. Voilà, je voulais simplement ajouter que cette idée d'expérimentation pour ce support est venue aussi du fait que la dérestauration nous a montré, malgré toutes les critiques qu'on peut faire par rapport au système traditionnel, que c'était un système malgré tout très réversible, avec des inconvénients comme l'utilisation du plâtre ou la lourdeur, mais que malgré tout, on avait pu récupérer l'ensemble des fragments et que le restaurateur ou la restauratrice, je pense que c'était un restaurateur, à l'époque avait conservé le revers, ce qui a permis à l'équipe qui a mené l'étude aussi de pouvoir avancer dans ce travail d'analyse. Et le démontage facile est quelque chose de très important pour nous. Voilà. Merci pour ce travail complet et surtout pour avoir gardé l'épaisseur totale du mortier. Félicitations. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur les techniques, sur l'étude, sur ce décor? Moi, je voudrais dire que je trouve très intéressant d'avoir expérimenté une nouvelle technique avec tous ces nouveaux matériaux qui n'existaient pas il y a 15 ans pour essayer de garder une partie de toutes ces informations qui sont présentes dans les revers de mortier. Pas forcément toute l'épaisseur de mortier est intéressante, mais les empreintes au revers étant intéressantes, là aussi c'est une bonne solution. Mais ça, c'est, comme vous l'avez dit, un problème de poids aussi. Oui, donc, oui, c'est ça. C'est juste une remarque, combien les nouveaux matériaux qui se sont multipliés depuis quelque temps sont devenus extrêmement importants pour tout un tas d'opérations que l'on ne semblait pas possible, de même que pour les analyses par photo de bleu égyptien. Voilà. Oui, merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. Est-ce que les fragments, du coup, ne sont pas du tout collés, ils sont juste insérés par... Alors, ils sont en grande partie maintenus mécaniquement, mais il y a quand même ce mortier synthétique qui les colle pour ne pas prendre le risque, parce que le liège reste quand même un matériau souple. Donc,
Merci.